Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? C'est bon. Cool. Fait que, bon, ben merci Alexandre de Toast Studio, évidemment. Tu sais, à un moment donné, j'y pensais, il faudrait qu'on parle un peu de ton parcours entrepreneurial. Je sais qu'on s'éloignerait un peu de du marketing, mais ce serait peut-être intéressant aussi de mettre ça de sketcher ça à une de nos discussions. Mais aujourd'hui, on a dit qu'on parlerait de bibliothèque de contenu. C'est quelque chose que tu as mentionné la semaine dernière. Puis j'ai aimé le concept parce que tu parlais de t'en servir pour pouvoir réutiliser ton contenu, de le redistribuer, etc., etc. Fait que j'aimerais que tu m'expliques un peu plus c'est quoi une bibliothèque de contenu? Est-ce qu'il y a des logiciels qui te permettent de le faire? Est-ce que c'est juste un bon vieux Excel ou Google Sheets? Est-ce que c'est quoi une bibliothèque de contenu? Puis comment qu'on fait ça? Puis toutes ces belles affaires-là. Bien, quand moi, c'est une discussion que j'adore, parler de ça. Quand on parle de bibliothèque de contenu, c'est souvent dans un contexte où j'explique que quand on développe un programme ou une stratégie de contenu, que ce soit en B2B ou en B2C, il faut bien comprendre qu'il y a deux moteurs derrière ça. Il y a un premier moteur de distribution de contenu auquel on pense beaucoup. On envoie, on publie, on envoie des courriels à des prospects ou à des leads. On fait du nurturing d'un côté. On envoie des infolettres à nos clients existants. On est présent sur certains réseaux sociaux. Ça, c'est l'aspect distribution. Et ça, c'est un des moteurs hyper importants. Puis des fois, on s'arrête à ce moteur-là, puis on se dit qu'à chaque fois que je dois utiliser ou mettre ce moteur-là en marche, je dois produire du nouveau contenu. Mais ce n'est pas vraiment le cas parce qu'il y a un deuxième moteur qu'il faut garder en tête qui est celui de la production de contenu. Puis on peut vraiment travailler les deux de façon parallèle. Puis la production de contenu, c'est de se dire, c'est de non pas baser tout ce qu'on va créer en fonction de ce qu'on va distribuer, mais réellement créer le contenu, créer notre bibliothèque de contenu en fonction des besoins, en fonction des attentes de notre audience. Ça peut être nos prospects, ça peut être nos consommateurs, nos clients, nos leads. Ça peut être des employés dans le cas d'une stratégie de contenu pour les communications internes. Ça peut prendre beaucoup de forme. Mais ce qui est intéressant, c'est de les distinguer puis de dire, je vais bâtir ma bibliothèque de contenu, puis au moment de distribuer, je vais aller piger dedans. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que dans certains cas, c'est ce que tu mentionnais tantôt, on va se retrouver dans des situations où on va vouloir réutiliser plusieurs pièces de contenu. Puis là, au départ, on va se dire, ah non, je vais réutiliser, les gens vont revoir, puis vont voir dans ma game. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça parce que l'idée, c'est de réutiliser le contenu justement pour peut-être réussir à prendre un angle différent dans la façon dont on le présente, de prendre une twist différente, de changer un peu l'angle qu'on va utiliser. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de produire tout le temps du contenu à haut volume, puis tout le temps être le petit hamster qui essaye de keep up with the rhythm, là, ben, on se retrouve avec une bibliothèque de contenu pour laquelle on a peut-être un peu plus de budget pour mettre un peu plus d'efforts sur les pièces qu'on va créer. Je comprends. OK. Et puis, quand je suis quelqu'un qui est très visuel, fait que ça va être une question. Visuellement, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est que je vais avoir chaque billet de blog rédigé dans comme je te disais, un Excel? Est-ce que je vais avoir chaque tweet, chaque affaire complètement rédigée? Fait que je suis juste obligé de faire un genre de copier-coller dans la plateforme sociale. Est-ce que, comme je te disais, est-ce que c'est un document Excel? Bon, ben voici tous tes tweets, comment tu vois ça d'habitude ou comment tu développes ça pour un client? Comment on gère ça au quotidien? Là? Oui. Il y a peut-être une petite distinction que je peux apporter aussi là-dessus. La bibliothèque de contenu, il faut le voir comme étant nos articles, donc des contenus un peu plus longs, nos vidéos, nos épisodes de podcast, nos white papers, nos études de cas, notre magazine, notre brand magazine, notre magazine de marque qu'on sort peut-être une fois ou 3 mois. C'est toutes des pièces qui demandent un petit peu plus d'effort. Après ça, l'idée, c'est qu'au niveau d'une publication LinkedIn, d'une publication Facebook, d'une amorce dans une infolettre, justement, pas d'une infolettre, par exemple, on va aller créer une amorce. On va aller créer cette espèce de hook pour driver vers notre contenu.
Donc, le tweet, le post LinkedIn, la petite accroche qu'on va mettre dans notre infolettre, ça, c'est le petit côté qu'il va falloir juste créer au moment de le faire. Il y a quand même un petit peu d'adaptation à faire. On va juste créer ça, mais notre idée, c'est toujours de driver vers notre bibliothèque. Dans certains cas, il y a des marques qui vont utiliser des outils comme un Uberflip ou pour héberger leur bibliothèque de contenu. Un outil, par exemple, comme Uberflip, qui est développé à Toronto, va permettre de mettre tout son contenu là. Ça va devenir une espèce de hub de contenu. Et l'idée, après ça, c'est d'avoir des initiatives de distribution, l'autre moteur dont je parlais tantôt, qui vont driver à cet endroit-là. Et une fois que les gens sont là, peut-être qu'on va essayer de les convertir avec un petit formulaire, un petit opt-in, un petit lead magnet ou des choses comme ça. Ça, il faut bien le voir rendu là. Donc, on va essayer de les embarquer un peu dans notre processus de vente ou le processus dans lequel on voulait. Mais ça, c'est un exemple de plateforme. Uberflip peut être un peu dispendieux des fois. Par contre, il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Ça peut être intéressant à la moyenne entreprise et plus. Mais si on est une petite entreprise ou si on n'a peut-être pas tout de suite les moyens de pouvoir débloquer ces budgets-là, puis on veut faire un peu des proof of concept, comme on dit, un site WordPress combiné à une chaîne YouTube, combiné à différents éléments, peut très bien faire office de hub de contenu. Mais après ça, c'est qu'à mesure qu'on commence à bâtir cette bibliothèque-là, c'est sûr qu'il vient un moment où on en a plus que ce que nos représentants des ventes, nos gens de marketing, nos gestionnaires de réseaux sociaux peuvent savoir. Donc oui, ça nous prend un endroit où on va cataloguer le tout. Je serais porté à dire qu'un bon vieux Excel avec des mots-clés qui permet aux gens de chercher en fonction d'un sujet abordé, donc une thématique, ce qu'on va appeler souvent un pilier de contenu dans la stratégie de contenu, l'audience qu'on veut rejoindre, donc le persona qu'on veut rejoindre. Ça veut dire que quand on se retrouve dans une situation de vente où on a un lead dans notre pipeline, on a un lead qui se réchauffe tranquillement, puis on cherche une pièce de contenu spécifique par rapport à ses besoins et tout, on peut aller piger dans notre bibliothèque de contenu, aller fouiller dans notre document, puis trouver la pièce de contenu pardon, qui va se retrouver essentiellement, par exemple, à être un lien vers un billet de blog, un lien vers un PDF. Ou carrément un PDF qu'on va pouvoir attacher à un courriel. L'idée, c'est que cette bibliothèque-là de contenu, elle vit quelque part. Elle n'est pas obligée d'être complètement structurée, puis ça ne prend pas des grands moyens, mais ça prend un endroit qui permet aux gens de rechercher le sujet qu'ils veulent aborder. Comme je dis, ça peut être nos SDR, nos représentants des ventes, qui justement vont vouloir faire un peu de nurturing ou envoyer, quand on parle de notion de assignment selling ou des choses comme ça, d'envoyer avant de rencontre une liste de certains documents ou de petites vidéos à regarder avant un appel de prospection, des choses comme ça. Donc, ça peut prendre différentes formes, puis on voit des outils qui commencent justement à vouloir répertorier ces choses-là. Je donnais l'exemple de Uberflip, qui est une des multiples plateformes qui peut faire office d'un hub de contenu. Dans ce cas-là, c'est carrément une structure d'hébergement des contenus, là. Mais il y a des outils comme CoSchedule, qui est beaucoup dans la gestion des campagnes marketing, dans la gestion des différents processus de création de contenu, qui, eux, ont un module, par exemple, qui permet justement de cataloguer tous les actifs de contenu qu'on a, ou graphiques ou autres, des assets. Donc, on peut aller du simple fichier Excel qui va faire la job dans 90% des cas à upgrader un peu si on a un outil ou un processus en place, à justement peut-être un Uberflip qui est un outil qui peut être intéressant aussi. Mais la façon dont on le gère s'adapte tout à fait, peu importe la structure d'entreprise qu'on a. C'est plus le concept qui est important. Fait que vraiment, si j'essaie de résumer un peu, ça veut dire que en termes de personnes en charge du marketing, mettons, ça voudrait dire je peux rentrer dans un Uberflip ou dans mon Google Sheet ou quoi que ce soit, faire une recherche sur, mettons, tes bibliothèques de contenu. Puis là, ça va sortir tous les articles ou vidéos que j'ai publiés, que la marque a publiés, qui traitent de ce sujet-là. Fait qu'après, je pourrais potentiellement m'en resservir dans une campagne. Si on voit, par exemple, qu'il y a une certaine tendance de recherche qui monte sur le sujet, je vais voir, OK, qu'est-ce qu'on a écrit là-dessus? Là, je vais, OK, on a comme deux articles, une vidéo. Là, je vais bâtir une mini-campagne sociale, mettons, faire
plusieurs messages LinkedIn, tweets, des tweets, des Facebook, des Instagram, etc., en faisant la promotion de ces outils-là. C'est ça. Fait que, au lieu de repartir à zéro, c'est plus que, bon, mais qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce que je peux m'en resservir? Exact. C'est ça? Exactement, exactement. Puis on peut même ajouter la dimension des personas ou de l'angle d'attaque dont je parlais tantôt, ce qui veut dire qu'on peut avoir un article de fond sur un sujet X qui parle de l'industrie dans laquelle mon organisation est. Fait que j'ai un article de fond dans lequel on a mis beaucoup d'efforts, puis en plus, on n'a pas parlé de content upgrades, donc d'évolution de ces contenus-là dans le temps. Ça veut dire qu'on peut prendre un contenu qui est déjà très, très bon et en faire une mise à jour l'année suivante, une mise à jour l'année suivante. On n'a pas besoin de repartir à zéro. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je vais vouloir publier cet article-là sur les réseaux sociaux, par exemple, je peux prendre le sujet et y donner un angle finance pour pouvoir m'adresser à mon audience de CFO, qui, eux, font partie du comité d'achat, qui font partie du processus d'achat de ma solution. Après ça, reprendre le mois suivant, la semaine suivante, ou peu importe la cadence dans laquelle la cadence idéale pour votre situation particulière, puis de dire, ben là, je vais prendre l'angle du CMO. Je vais parler de l'apport, en quelques mots, de l'apport que ça peut faire au niveau de l'image de marque ou des choses comme ça, d'utiliser une solution comme celle-là. Mais je drive tout le temps vers le même article, qui est un article de fond qui est pertinent pour ces deux audiences-là, mais je le réutilise à deux sauces. Ce qui veut dire que le CFO ne va pas nécessairement se sentir interpellé par l'accroche ou l'amorce du CMO, donc n'aura pas vu l'article. L'article va avoir passé dans son feed sans que ça l'intéresse pour le moment, mais la deuxième fois, il va le voir et là, ça va l'intéresser. Et là, on est au pays des calinours, là, mais dans un cas où ça fonctionne, ce qui veut dire que rendu à ma deuxième, ma troisième, ma quatrième publication, j'ai peut-être 2, 3, 4 personnes chez l'entreprise que je veux rejoindre qui ont lu le même article de fond, qui est bon. Il faut que l'article soit bon, il faut qu'il apporte de la valeur, mais qui ont lu l'article et qui ont trouvé eux-mêmes une certaine valeur. Donc, c'est vraiment cette idée-là de maximiser les budgets pour faire des contenus un peu plus approfondis. Donc, c'est ça. Fait que si on regarde l'exemple, mettons, on voudrait faire la promotion du concept de bibliothèque de contenu parce que peut-être ultimement, je veux un logiciel qui aide à ça. Puis j'ai un article en profondeur qui parle du sujet. Ben mon accroche, une semaine pourrait être une chose que les CFO ne comprennent pas. Puis là, tu déclines un peu pourquoi les bibliothèques de contenu est intéressant pour un CFO en termes d'économie de coût. Puis là, tu lis un lien vers l'article. Puis la semaine suivante, ça peut être genre l'outil secret des CMO, blablabla, puis là, tu mets un lien vers le même article finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que ça te permet de garder, fait que la bibliothèque de contenu te permet de garder un genre de répertorier ton contenu pour pouvoir t'en servir, que ce soit toi en termes d'équipe marketing, que ce soit un vendeur qui est comme OK, je suis en phase finale, là, puis j'ai besoin de notre case study sur les blablabla. Il pourrait lui aussi retourner dans sa bibliothèque de contenu pour pouvoir trouver cet article-là, par exemple. Mais c'est exactement ça. Puis je te dirais qu'aux ventes, il y a un peu plus ce réflexe-là de la librairie de contenu, de la bibliothèque de contenu, Content Library en anglais, parce qu'on a un pool de documents puis d'études de cas dans lequel on peut piger. Mais des fois, ce qui arrive, c'est qu'au niveau marketing, on a tendance à se dire « Oh, il faut que je fasse 10 publications, mon calendrier, puis ma stratégie me dit que je dois faire 10 publications LinkedIn le mois prochain. » Ça me prend 10 nouveaux articles ou 3 vidéos, 3 nouvelles vidéos, puis 7 nouveaux articles, quand en réalité, c'est peut-être pas nécessairement ça. Je comprends. Cool, parfait. Écoute, merci beaucoup encore une fois. C'est super intéressant. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Puis moi-même, personnellement, étant perso puis tout seul à essayer de développer ça, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours recréer quelque chose puis d'avoir une façon de répertorier son contenu qui nous permet de facilement repartager, ça devient vraiment pertinent. Puis c'est intéressant de savoir que toutes les équipes, là, que ce soit une petite équipe marketing ou une grande équipe marketing, peuvent bénéficier d'un outil comme ça. J'ai beaucoup apprécié ça. Des fois, ce que j'aime dire, puis ce qu'on dit à certains clients, c'est si vous êtes pour investir dans une pièce de contenu, assurez-vous d'être capable de la décliner en 10 éléments différents. Donc, de faire du 10 pour 1. Donc, c'est vraiment de dire, si j'ai une pièce de contenu, je vais trouver une façon
de la distribuer une dizaine de fois de façon différente. Puis ça peut être un petit résumé, ça peut être un clip audio, ça peut prendre vraiment différentes formes aussi. Je comprends. Et puis, peut-être une dernière question, puis je sais qu'on arrive à la demi-heure, là, fait que je vais te laisser aller après ça. C'est est-ce que, ou peut-être qu'on pourrait le garder pour une prochaine fois, mais est-ce que quand tu dis décliner en 10 versions, si tu veux, c'est-tu toujours pour ramener vers l'article de base ou c'est que, ben non, on a un format vidéo pour Instagram, puis ça reste sur Instagram, ça instruit le monde de la même façon, c'est juste que c'est un format différent. Ça va dépendre de la plateforme qu'on vise avec ce truc-là, parce qu'il y a moyen de créer des pièces standalone pour laquelle il y a un début, un milieu puis une fin, mais qui est comme une version courte du sujet qu'on a approfondi ailleurs. Et si les gens veulent plus, ils peuvent toujours réussir à aller chercher, mais il y aura des plateformes où on n'aura pas toujours cette possibilité d'un clic, une citation sur Instagram, par exemple, on est habitué d'en voir, ça ne se clique pas. Donc, il faut que ça ait une finalité en soi. Donc, des fois, ça va être pour driver vers la pièce de contenu complète. D'autres fois, ce qu'on va vouloir, c'est que ça soit quelque chose qui est un peu encapsulé et qui peut vivre un peu tout seul. Super. Parfait. Bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Passe une excellente journée, puis on se reparle vendredi. Génial. Bon, ben à vendredi. Merci.